filons au cinéma avec mes comparses, Frédéric Pic et Louis-André. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et nous filons voir et vous entraîner à voir, chers téléspectateurs, Snowden. Qui veut... Alors, vous nous en aviez un petit peu parlé, Frédéric, donc sur vos indications, nous sommes allés le voir. Il est en salle, ça y est. C'est un personnage passionnant. Vous voulez commencer? Je veux bien commencer en vous renvoyant la parole, puisque vous avez regardé un petit peu qui est le personnage, c'est-à-dire ce qu'il fait, etc., sur Wikipédia, je pense. Je me suis précipitée sur ma chronique Wikipédia hier soir, c'est tout frais. En fait, c'est un jeune homme qui a tout de même 145 de QI. Ce qui est quand même très beau. C'est une famille tous de fonctionnaires de l'État. Rappelons quand même que la moyenne d'un QI, c'est 100. Parce que si la moyenne est 200, c'est un peu limite. Vous avez raison. Enfin, 145, c'est quand même... c'est très, très élevé. C'est un homme cultivé. C'est un homme qui a lu la mythologie grecque. Les causes, les conséquences, la finalité des actes... il s'en préoccupe, et en tout cas les Grecs lui ont appris qu'il fallait s'en préoccuper. Il a lu Hannah Arendt sur la responsabilité du mal. Donc c'est un jeune homme assez étonnant, pétri de bons sentiments, qui veut rentrer dans l'armée pour servir son pays. Il est patriote. C'est un patriote américain magnifique. C'est un côté républicain. Côté républicain, absolument. Alors que le metteur en scène est de l'autre côté démocrate. Oui. Quoique dans le film, il n'épargne absolument pas Obama, l'administration Obama. John Kerry en prend aussi pour son grade. C'est quand même. Oui, il est un peu. Oliver Stone semble un peu dégoûté du monde politique. Complètement dégoûté. Oui, on le comprend. Clairement. Absolument. On le comprend. Je pense qu'il faudrait déjà mentionner que c'est Gordon Lewis qui joue le rôle et qu'il est vraiment parfait là-dedans. Alors, on a l'impression que c'est lui. Voilà. Alors, tout le monde en parle, mais il faut rappeler que c'est ce jeune homme qui a révélé... très doué, il est rentré à la CIA. Il est rentré à la CIA. Ensuite, il a eu un contrat avec la NSA. Donc, c'était quelqu'un qui était vraiment au top. Et il a eu accès à des tas d'informations sur les ordinateurs, etc. Et il s'est rendu compte que la NASA, sous l'excuse, effectivement, de faire de lutter contre le terrorisme, en fait, écoutait tout le monde, y compris Madame Merkel. Donc, c'est vrai que... Et principalement les Américains. Et principalement tout le peuple américain. Voilà. Et on sait que c'est un désir, maintenant, avec les méthodes modernes de communication, etc., d'essayer de mettre... D'ailleurs, on a un petit problème en France, là, qui va arriver, puisqu'on veut faire un fichier central. Tout ça, ça pose d'énormes questions, mais là, ce sont les militaires, et c'est vrai qu'ils écoutent absolument tout. C'est-à-dire que c'est votre téléphone, ce sont les SMS, c'est-à-dire qu'on va votre avoir ordinateur, avec l'œil de la Oui. webcam, qui peut révéler à tout un chacun, et en tout cas à la NASA, au service secret, ce que vous êtes en train de faire. Alors, quand c'est permis par la loi, puisque c'est la défense du territoire, il y a des choses qui sont permises, mais là, c'est totalement illégal. C'est ça le problème. Ce que faisait la NASA, c'était totalement illégal. Alors, c'est totalement illégal, mais pour tourner la loi, ils ont créé un autre tribunal dont ils dépendaient. C'est vraiment une histoire d'embrouille fantastique, et ça, le film le met très, très bien en valeur. Ah oui, tout à fait. Et puis, tout ce qui est aussi assez étonnant dans le film, c'est finalement que ça ne touche pas, et c'est pour ça que, bon, c'est un film évidemment qui touche beaucoup les Américains, mais ça ne touche pas que les Américains, ça touche aussi les Français, mais aussi les Allemands. Je pense à une des répliques du film où la petite amie de Snowden dit qu'elle n'a rien à se reprocher, donc finalement, qu'on la voit ou non, finalement, peu importe. Oui. Et ça me rappelle une phrase de Benoît Hamon qui avait dit, je crois, à propos de Sarkozy, que tant qu'on n'avait rien à se reprocher, il n'y avait rien à craindre, on pouvait très bien être mis sur écoute. Où était le problème? Effectivement. Et ce que met bien en avant aussi Oliver Stone, c'est que finalement, tous les jalons pour une dictature sont déjà là, si la dictature n'est pas déjà là.
Big Brother est bien là. Ouais. Alors ce qu'il y a, c'est que d'aucuns ont reproché au film, mais moi je ne suis pas d'accord, qu'on montre effectivement la vie avec sa petite amie, etc., et que c'est moins fort parce qu'on ne voit pas la fuite et la pression qu'il a eue. C'est vrai, il a une pression extraordinaire. Mais pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un documentaire fait par une femme qui est sorti il y a 2 ans, si mes souvenirs sont bons. Laura Pietra. Oui, c'est cela. Absolument. Laura Pietra, je suis allée la voir. Laura Pietra. Donc c'est évident qu'elle nous a montré ça, cette personne qui était dans les hôtels, qui fuyait, parce qu'elle avait peur d'être arrêtée, parce que là c'est 30 ans de tôle aux États-Unis, pour traîtrise, etc., etc. Donc cette partie du sujet a été traitée déjà. C'est pour ça que son film est intéressant, parce qu'il nous montre la psychologie du personnage, le déroulement des faits. Et puis si on est attentif, on voit très bien une grosse évolution. On voit un homme extrêmement sérieux, enfermé en lui-même, qui ne peut pas communiquer, puisqu'il a des secrets énormes, qu'il ne peut pas communiquer avec la femme qu'il aime. Et les dernières images, il a craché le morceau et il a retrouvé le sourire. Et il est illuminé. Vous avez vu, ça ne vous a évidemment pas échappé. Et maintenant, c'est Poutine qui profite de son sourire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est réfugié, évidemment, il est réfugié à Moscou, en Russie. Ça ne doit pas être drôle, parce que bon, peut-être pour un Américain, c'est peut-être pas drôle d'être là-bas, mais à mon avis, je ne vois pas tellement où il va pouvoir aller. Parce que là, si les États-Unis sont en chasse de cette personne-là, il va avoir du mal à s'en sortir. Oui, il faut rappeler le cas de Julian Assange, qui est lui, bloqué dans une ambassade. Dans une ambassade, absolument. Puis alors, ce qu'on voit bien tout de même, c'est en dehors de ces dérives des services d'espionnage, c'est les capacités qu'ils ont de faire chanter les gens. Il y a une scène effrayante avec le banquier libanais. Et puis cette guerre électronique où on voit, on est à Hawaï, ils se détendent, les soldats se détendent et ils racontent qu'en fait ils vont au bureau, ils appuient sur un bouton et de l'autre côté de la planète une bombe tombe et écrabouille une famille entière. Ah, ça, c'est les drones et la guerre. La guerre des drones. Extrêmement malsaine. C'est effrayant. Et puis on a cette phrase Mais la guerre terrible. est effrayante et le problème est de savoir si la fin justifie les moyens. Bien sûr. Et le drone ne fera pas plus d'erreurs que des bombardements. Souvenez-vous, pendant la guerre 40-45, plus de 50 000 Français civils sont morts sous les bombardements anglo-saxons. Ça, on l'oublie. Donc, absolument, absolument. Et puis, il y a cette phrase étonnante et assez sinistre d'un des généraux. De toutes les façons, dans 5 ans d'ici, l'Irak ne sera qu'un champ de ruines. Cette phrase a été prononcée et on connaît la réalité aujourd'hui. Je dois dire que c'est quand même un film terriblement anti-américain. C'est vraiment... tout ce qu'on subodorait là est révélé... authentiquement patriote pourtant. Oui, et authentiquement patriote. Ça, c'est Oliver Stone. Pour moi, c'est un très grand réalisateur. Comme on disait, il a fait W, il a fait... C'était Platoon, sur la guerre. Bon, c'est un petit peu feu d'artifice, mais c'était très intéressant. Il a fait Bourne, né un 14 juillet. C'était sur aussi tous ces gens qui revenaient infirmes de la guerre du Vietnam, dont on ne s'occupait pas, la révolte de ces gens-là, que vous voyez dans les rues, qui font la Manche, à New York ou autre, etc. Donc, il est en même temps patriote, il est libéral, ce qui veut dire là-bas gauchiste, mais c'est quelqu'un qui fait la part des choses. C'est pas du tout un sectaire, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à critiquer son pays, mais critiquer aussi des choses qu'on n'aime pas faire aux États-Unis, comme partout, critiquer des engagements militaires, tout, quoi. Oui, tout. Donc c'est un film très intéressant, au point tel que moi je l'ai vu il y a déjà un certain temps en projection de presse. Je vais aller le revoir, parce que je veux le revoir, parce que je trouve que c'est un film assez extraordinaire. Puis même du point de vue de la mise en scène, il y a quand même... Et c'est très bien fait, c'est très bien monté. Avec quelques petits passages oniriques parfois, donc très, très bien fait. Oui. Et puis cette scène extraordinaire à Hawaï, dans ce centre cette ancienne base de l'armée de l'air. Ancienne base de l'armée de l'air. Et là, je me suis dit, on est dans un James Bond, mais les James Bond, c'est plus un méchant bougre, c'est l'Amérique tout entière. Et comme quoi, la fiction rejoint la réalité. La fiction. Vous ne trouvez pas cette scène où il sort, on ne dit pas la fin parce que le suspense serait tué, mais quand il sort de cette base, on est dans un James Bond. Totalement. Voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je pense que le prochain film d'Oliver Stone va être passionnant. Parce que si c'est Trump qui est président, il va y avoir de la matière. Et si c'est Clinton qui est président, il va y avoir du matériau aussi, à mon avis. Alors nous invitons les téléspectateurs à regarder tout de suite la bande-annonce de Snowden que l'on peut voir. C'est pour tout public.
Et tu fais quoi déjà, tu m'as dit? Je bosse comme analyste au département d'État. Sois pas timide. Pourquoi voulez-vous intégrer la CIA? Je voudrais contribuer au rayonnement de mon pays dans le monde. La durée moyenne de ce test est de 5 heures. J'ai terminé. Au bout de 40 minutes, Je fais quoi maintenant? ce que vous voulez. Trouver l'aiguille terroriste dans la meule de foin d'Internet. T'es prêt à passer à l'action? Celui-là a l'air croustillant. Attends, comment c'est possible? Si tu veux, ça fonctionne comme Google, sauf que ça cherche pas seulement dans ce que les gens rendent public. Donc, les emails, les chats, SMS, tout ce qu'on veut. Oui, mais on vise qui? Je comprends pas. Tout le royaume, Blanche-Neige. La NSA a placé sous surveillance tous les portables du monde. Les Américains ne rêvent pas d'être libres. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Oui, sauf que malheureusement, les gens ignorent qu'ils ont passé un marché. Ils nous surveillent? Il se passe au sein du gouvernement des choses vraiment graves, et je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Avez-vous utilisé un logiciel pour lequel vous n'aviez pas d'autorisation? Tu risques quand même la peine de mort, au nom de Dieu. Les autorités savent qu'on a ces documents. On n'a plus de temps à perdre. Ils vont s'en prendre à moi, et ils vont s'en prendre aussi à vous. Alors, après cette bande-annonce de Snowden, nous allons voir un second film et nous allons évoquer le mystère de Jérôme Bosch. Frédéric? Alors effectivement, Jérôme Bosch, flamand, qui a fait toute une série de toiles dans les années 1500, au XVIe siècle. Et étonnante. là, c'est uniquement étonnante, oui, c'est un phénomène à part dans la peinture. Et là, c'est uniquement le triptyque qui se trouve Espagne. au Prado, au musée du Prado en Espagne, et qui s'intitule Le Jardin des Délices. Alors dans ce triptyque, à gauche, vous avez le Christ, qu'on revoit, parce qu'il appartenait à une confrérie religieuse, il ne faut pas l'oublier, je ne sais plus laquelle. Et donc on voit ça. Au centre, à droite, on voit l'enfer. Donc l'enfer, on voit tout de suite, il n'y a pas de quoi en parler longtemps. Mais au centre, vous avez toute cette imagination complètement débridée, qui n'a duré qu'avec lui. Ça a été repris par quelques peintres, mais c'est tombé. Et Dali a fait quelques tableaux en se référant un petit peu à Bosch sur les choses un peu extraordinaires. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est que vous voyez ce tableau-là avec des gros plans, etc. Et vous avez toute une série de personnes d'un certain niveau naturellement. Vous avez une chanteuse qui va chanter la partition qui est sur le derrière d'un petit bonhomme. Vous avez Salman Rushdie, donc un écrivain, philosophe. Vous avez des philosophes, vous avez des écrivains, vous avez des plasticiens. Vous avez des gens un peu de tous ces horizons culturels et qui disent ce qui ressemble dans ce tableau, qui réagissent devant ce tableau, devant ce mystère, parce qu'on ne sait pas pourquoi. Et vous avez des choses étonnantes, comme ces deux petits personnages en train de faire l'amour dans une huître. Enfin, il faut le prendre avec une loupe, ce tableau, et le regarder. Et ça, c'est étonnant, parce que vous n'avez pas l'occasion d'aller au Prado, ou d'avoir une grosse loupe. Et puis même quand on va au Prado, ce que j'ai fait, il est quand même loin. Et donc il faudrait en fait le regarder avec des jumelles. Absolument. Donc là, vous avez ces détails et vous avez surtout cette interprétation et ce que les gens en pensent. Et c'est passionnant. C'est là une caméra sur un tableau. Voilà. Alors, c'est évidemment, il faut aimer la peinture. Sinon, ça peut-être pas grand intérêt. Évidemment. Alors, pour ceux qui sont très esthètes, Mademoiselle. Ah, Mademoiselle, alors, de Park Chan-wook, le cinéaste cinéaste coréen qui avait présenté Old Boy déjà, et qui est donc typique du cinéma asiatique, c'est-à-dire on est beaucoup dans l'esthétique et dans la forme. Le fond est déjà un peu différent. Alors ce cinéma asiatique qui met de l'esthétisme partout. Vous avez l'esthétisme de la violence, vous l'avez chez les samouraïs, vous l'avez dans le seppuku, dans le suicide. Oui, le cinéma coréen en général, la violence est extrêmement présente. Extrêmement présente. Et il y a toujours parce que ce sont des gens, ce sont des peuples qui ont été très violents. Puis parce que la Corée est toujours divisée en deux. Donc pour un peuple, c'est quand même extrêmement traumatisant. Ça. Voilà, c'est certain, et en même temps, ce sont des peuples qui ont cette violence spéciale quand même. Bon, donc on le retrouve dans ce film, alors, surtout le sujet. Alors le sujet, c'est effectivement c'est quand le Japon, en 1930, avait envahi la Corée. D'après un roman anglais. Vous avez raison, d'après un roman anglais. Oui, j'aime bien qu'on rappelle que les cinéastes s'inspirent de romans. Littérature et cinéma. Voilà, on a toujours l'impression qu'ils sortent ça de leur cervelle, mais non, il y a souvent un roman derrière. Voilà, et ce ne sont pas des faits réels, c'est un roman écrit par une Britannique, un écrivain qui s'appelle Sarah Winters.
et qui s'intitule Du bout des doigts. Et en effet... oui, du bout des doigts, les doigts bougent beaucoup dans ce film. Bon, film assez sulfureux. Alors, donc au début, c'est ça. Vous avez une japonaise qui est bourrée d'argent. Qui est très belle, qui est dans un manoir. Vous avez une servante qui arrive, en fait, qui est là en mission. Elle est en mission par un escroc qui se fait passer pour un comte, bien habillé, superbe, etc. Et ils veulent capter la fortune de la belle japonaise. Donc c'est une manipulation du début jusqu'à la fin. Ah oui, complètement. Et ça se tourne même dans une autre manipulation, celle du comte lui-même, du faux comte lui-même, qu'il n'avait pas anticipé. Alors, oui, les deux femmes se retournent contre l'homme. On ne va pas trop en dire. C'est-à-dire que les dindons de la farce sont des dindons masculins. Exactement. Ça fait plaisir. Oui, alors à ceci près justement que le film, moi je mettrais quand même un petit bémol. Déjà, il n'est pas à mettre devant tous les yeux, surtout pas. Ça n'est pas suffisamment mis en avant, je trouve, dans les mises en garde pour le public. Ça n'est pas du tout non, du grand puisque public. vous savez bien qu'on doit tout voir. Ah oui, dès le plus jeune âge d'ailleurs. La vie d'Adèle n'avait même pas été interdite au moins de 12 ans ou 13 ans. Effectivement. Et là, on est quand même à 2 doigts de la pornographie parfois. Il y a des passages très sulfureux qui sont regardables quand on lit la lecture du Marquis de Sade. Il y en a d'autres qui mettent mal à l'aise. Oui, tout à fait. Voilà. Et c'est justement ce que je reprocherais un petit peu à cette façon de filmer, cette façon qui prend en quelque sorte le spectateur en otage et qui ne lui laisse pas d'autre choix, soit de quitter la salle, soit de rester, mais d'être profondément choqué. Donc ça, c'est peut-être un tout petit peu ce que je reprocherais à ce film. Non pas à cette façon de filmer les choses, cette façon très érotique de filmer des sujets extrêmement sulfureux et sensibles, qui est typique du cinéma asiatique. Et je recommanderais plutôt de voir un vieux film, La Femme des Sables, qui est vraiment un film absolument sublime, extrêmement érotique et sensuel, mais qui n'est absolument pas... Coréen aussi Non, il est chinois, si je me souviens bien, et qui n'est absolument pas dans cette perspective un peu racoleuse, je trouve. Sûrement, mais il n'y a pas non plus cette esthétique extraordinaire dans la caméra, c'est-à-dire les costumes sont magnifiques. Les plans sont plus beaux les uns que les autres. Les couleurs. Vous avez un éblouissement de couleurs, c'est presque un peu kitsch tellement, mais c'est beau, c'est magnifique, on en prend plein les yeux. Et il y a une façon de filmer aussi, je terminerai là-dessus très rapidement, c'est-à-dire que vous avez l'intrigue qui est filmée différemment parce que chaque personnage voit certaines scènes, donc un petit peu comme comme a fait Quentin Tarantino dans certains de ses films. Et comme font certains écrivains. Et comme font certains écrivains. C'est très à la mode. Changement de point de vue. Un film qui est très intéressant, magnifique sur le plan plastique, mais comme qui tu laisse disais, à désirer. qui n'est pas à mettre devant tous les yeux. Donc chacun prend sa responsabilité. Exactement. Une autre femme, c'est La Fille du train. Oui, tout à fait. Alors, La Fille du train est un film un peu plus emberlificoté, qui m'a laissé un peu sur ma faim, à la mesure où la première demi-heure est absolument inintéressante. Alors, nous sommes aux USA, voilà, dans un train qui rallie New York, et tous les jours, une femme, dont on comprend vite qu'elle est alcoolique, regarde la vie de 2 familles. On comprend progressivement comment l'intrigue va se mettre en place entre 3 femmes, tournée autour de 3 femmes, Rachel, Anna. Et finalement, le film va entrer au bout d'une grosse demi-heure dans le vif du sujet. Et là, il va devenir vraiment bon. Le thriller va se mettre en place et nous allons avoir des scènes très intenses, très belles. Emily Blunt fournit une prestation absolument époustouflante en femme alcoolique et en mal d'enfant. Et finalement, le film tourne autour de l'enfance, du fait d'avoir un enfant. Et donc, c'est finalement très intéressant. Mais voilà. Il faut passer la première demi-heure. Voilà, il faut vraiment franchir ce cap. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces belles présentations. En réalité, il y a un film pour tout public passionnant à voir, c'est Snowden. Et en fonction de votre humeur, chers amis de TV Liberté, et de votre goût pour la peinture, Le mystère de Jérôme Ghosh, et votre goût pour le cinéma asiatique très esthétique, le cinéma coréen, Mademoiselle. Avec réserve. Avec réserve. Les réserves que vous nous avez données. Et La Fille du train, selon aussi votre goût pour ce genre de film. Eh bien, merci beaucoup à tous deux. Et retrouvons-nous vite mercredi prochain pour une autre séance de Nous filons au cinéma. À très vite, chers amis de TV Liberté.
Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique « Je lis donc je suis », vous allez voir, le titre est particulièrement bien choisi aujourd'hui, puisque nous recevons Michel Dumestre. Bonjour Michel. Bonjour Anne. Vous êtes naturopathe orthomoléculaire. Alors, oui. Naturopathe, je vois ce que c'est, mais orthomoléculaire, là je suis perdue. Alors, merci de m'inviter. Une femme de lettres qui invite à parler de comment garder l'être en bonne santé, ça ne pouvait pas être mieux, Anne. Alors donc, merci beaucoup. Alors, ortho, c'est la bonne, en grec, oui. Ortho, moléculaire. Ah, la bonne molécule. Ah, autrement dit, à partir des années 40, émerge l'idée qui sera ensuite développée par le double prix Nobel Linus Pauling, prix Nobel de chimie 1954, prix Nobel de la paix 1962, seul homme à avoir eu un double prix Nobel, que nous ne sommes pas malades par manque de médicaments, nous ne sommes malades que par carence en produits naturels donnés par la création. C'est ça. Et parmi les produits, il choisit ceux qui sont le plus intéressants, et donc il leur donne le nom grec de ortho, puisqu'ils correspondent à ce qui devient nécessaire à un moment donné. Nous avons tous besoin de beaucoup de nutriments de belle qualité biologique, mais il faut savoir les quantités. Donc l'idée, c'est que ce sont des nutriments qui nous manquent, pas des médicaments, et que ces médicaments, ces molécules doivent être d'une qualité exceptionnelle. Ortho, molécules. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous éditez un livre qui a déjà été publié avec un immense succès aux États-Unis, qui s'appelle « La panacée originelle » du docteur Thomas Lévy. Alors, le mot panacée, en France aujourd'hui, a un sens péjoratif. Et pourtant, je suis allée dans le dictionnaire, la panacée, c'est l'aliment, la médication qui réussit le mieux pour le maximum de maladies. Et c'est Esculape qui a inventé le premier cette idée. Donc, expliquez-nous qu'est-ce que c'est que cette panacée originelle? Alors, lorsque l'être humain est confronté à la prise en main de sa santé, il ne faut pas perdre de temps. Il faut aller vite et à l'essentiel. Existe-t-il une ou plusieurs substances qui auraient une capacité d'intervention au tout début, voire même une capacité d'intervention efficace à la fin de la vie, lorsque tout semble perdu? Eh bien, c'est la génétique qui répond. L'homme, le singe, les salmonidés, le cochon d'Inde et un petit passereau en Inde ne peuvent pas synthétiser leur vitamine C, ce qui a créé une condition humaine bien différente de ce que serait la vie des hommes avec vitamine C. Donc, le mot panacée a été choisi parce qu'effectivement, elle répond à tous les cas de figure. Et elle devient donc une définition médicale, alors même qu'on pourrait se perdre dans un fouillis de substances qui toutes ont un intérêt local, perfectible, mesurable. En ce qui concerne la vitamine C, on est en face d'une substance qui va agir du premier jour de la naissance si le bébé est allaité, un peu plus tard s'il ne l'est pas, mais au bout d'un mois, jusqu'à la dernière minute de la mort, quel que soit le cas de figure, quel que soit l'état de la personne, l'être humain a à sa disposition une molécule qui est non brevetable, qui appartient à la création, qui est compréhensible par tout un chacun, quel que soit le niveau culturel, qui va donc ouvrir les portes des guérisons. C'est pour ça qu'on a choisi panacée, c'est-à-dire partout. Valable partout, quel que soit, dans tous les cas de figure. Absolument. Et alors, comme bien souvent dans un livre de médecine, il y a une liste incroyable de toutes les maladies, et Dieu sait si on en rencontre, qui sont contrées et extrêmement sérieusement contrées par la vitamine C. Alors, cette vitamine C, en fait, on l'appelle acide ascorbique. Pourquoi? On s'est aperçu, lorsque des marins quittaient les côtes européennes
pour se rendre vers l'Amérique qu'ils mouraient, plus de la moitié, avant d'arriver sur les côtes, du scorbut. Oui. Alors, en fait, ils mouraient de la phase terminale du scorbut. Car ce qu'on pourra aborder peut-être un jour, c'est l'observation du fait que le scorbut nous gagne tous, mais pas en phase terminale. Donc, par exemple, certains signes de saignement des dents sont tout de suite à relier avec l'existence d'un scorbut. Vous dites même que le docteur Lévy dit même que les malades, les vieux malades à l'hôpital sont atteints de scorbut. Sont atteints de scorbut. On croit toujours que c'est une maladie, en effet, tout à fait démodée, mais non, tout à fait démodée, tout à fait disparue. Les taches, tout à fait. Toutes ces taches de vieillesse, toutes ces pathologies du vieillard ne sont pas traitées pour ce qu'elles sont. Ouais. Il faut les considérer pour des phénomènes oxydatifs avancés qui sont très proches de la phase terminale du scorbut. Mais effectivement, on ne laisserait peut-être pas mourir les gens de scorbut, quoique il reste à démontrer, y a-t-il possibilité pour les médecins hospitaliers ou non hospitaliers de déceler cliniquement cette carence en vitamine C comme étant une phase plus ou moins avancée de scorbut, ou au contraire ne va-t-on pas se perdre dans d'autres définitions et rater cette porte? Alors, injection intraveineuse de vitamine C ou prise au quotidien. Le quotidien. Vous parlez de liposome. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la vitamine C a une histoire. Alors, pardon, avant, il faut peut-être dire que ce n'est pas la vitamine C qu'on trouve dans les fruits. Non, mais ce n'est pas non plus la vitamine C que l'on trouve et qui est vendue dans les pharmacies avec un joli petit paquetage. Ce n'est pas de cette vitamine C-là qu'il s'agit. C'est une vitamine C pure. Voilà. Il s'agit de mettre à disposition des gens la molécule active. Voilà. Pas l'enrobage, pas la robe de mariée, tout ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que les citoyens désireux, on va employer ce mot pour que... citoyens, non pas ici. Oui, mais je veux dire par là qu'ils aient envie de revendiquer ce droit. Les bénéficiaires, alors qu'ils soient un petit peu bénéficiaires actifs, c'est-à-dire qu'ils se battent un petit peu. C'est pour ça que j'avais employé ce mot, pas très joli, de citoyen. Mais néanmoins, il faut qu'ils se mobilisent, les gens, pour comprendre que la vitamine C, c'est une formule chimique, C6H8, un dérivé du glucose. Et qu'il n'est pas nécessaire d'aller le chercher dans les fruits et légumes, car on va mettre en marche des processus d'extraction extrêmement compliqués pour obtenir une vitamine C extrêmement chère, alors que depuis les années 50, d'abord, un premier brevet a permis une production de vitamine C. Il y avait, entre 1950 et l'an 2000, une production mondiale de vitamine C importante, puisque la vitamine C est un antioxydant et qu'elle était produite par des laboratoires. À partir de l'année 2000, à cause du dumping américain, les Chinois ont paniqué et ils se sont rendus compte que s'ils ne reprenaient pas en main le commerce de la vitamine C acide ascorbique, eh bien, ils risquaient de voir leur alimentation réduite à une substance dangereuse car pouvant s'oxyder. Il faut comprendre que ce que nous mangeons aujourd'hui contient toujours un minimum de vitamine C uniquement parce que l'alimentation n'est plus issue de circuits locaux rapides. Il y a 50 ans, on pouvait encore trouver à 30 km de Paris des maraîchers et obtenir des produits frais. Tout ça est terminé, tout arrive sous vide, empaqueté. Il faut donc une substance... Et traité. Donc il faut une substance qui conserve les aliments. Et cette substance, c'est la moins chère et la plus efficace, c'est la vitamine C. Donc les Chinois ont repris en main la fabrication de la vitamine C. Et la fabrication de la vitamine C que je distribue aujourd'hui est fabriquée en laboratoire pharmaceutique à partir de glucose sur lequel on pose simplement une levure qui est brevetée par les Chinois. La levure transforme le glucose en acide ascorbique. D'accord. Ça fait une production très bon marché sans avoir recours à des étapes de solvants chimiques comme c'était le cas pendant 50 ans. On a donc une vitamine C produite, on va dire, relativement naturellement, mais industriellement. Donc le mot chimique, synthétique n'a pas de sens. Il n'y a pas de vitamine C synthétique, il n'y a pas de vitamine C chimique, il y a une vitamine C
obtenue par biofermentation. C'est la seule fabrication au monde. Alors, cette vitamine C se trouve dans certains endroits. Vous dirigez vous-même un magasin. Oui. Vous avez créé un magasin qui est à Paris, 12 rue Flatters. Oui. Et vous montrez, enfin, votre médecin américain montre combien, avec des cas cliniques, combien cette vitamine C est efficace contre la polio, le tétanos, l'encéphalite, la maladie de Lyme, la pneumonie, la leucémie, enfin, toute la kyrielle des maladies qui nous sont imposées. Mais vous dites, il dit, il y a 4 maladies contre lesquelles la vitamine C ne peut rien: l'ignorance, le cynisme, la peur d'être démentis, pardon, oui. Et l'avidité. Alors expliquez-nous ça, parce que c'est plein d'humour et j'aime bien cette... Alors, il est exact que... L'ignorance n'est pas encore connue. Ça n'est pas encore connu. Ça n'est pas encore connu. Il paraîtrait même que certains médecins vont jusqu'à déclarer qu'il n'y aurait pas d'études sur la vitamine C. Ils ignorent à la fois la vitamine C. Il y en a, à l'heure à laquelle nous parlons, il y en a plus de 55 000. Donc je pense que ces médecins doivent être prudents. Le cynisme, ça consiste à ne pas lire des études, à déclarer qu'il n'y en a pas et à regarder le patient mourir plutôt que de lui donner de la vitamine C. Tout simplement parce que quand vous donnez de la vitamine C, instantanément, dans les heures qui suivent, on a le cas de cet homme décrit, la guérison arrive. Je voudrais donner ce petit témoignage personnel. Vous êtes à plat, les ennuis s'accumulent sur votre nuque, vous n'avez plus aucun projet, vous êtes un peu désespéré, vous tournez en cage, vous prenez votre cuillère de vitamine C après le petit déjeuner. Voilà. Et tout d'un coup, entre 11h et midi, la machine se remet en route. La machine se remet en route. Les projets, les idées, l'énergie, c'est miraculeux. C'est miraculeux chez les vieilles personnes. Tout à fait. C'est miraculeux pour les gens arthritiques, les gens qui ont du mal à marcher, des articulations qui coincent et tout. J'en ai pris aussi dans ces conditions-là. C'est absolument, j'ai envie de dire, c'est une drogue magique, sans être une drogue. Alors, voilà, ce n'est pas une drogue parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Non. Contrairement à ce que les médecins prétendent, qu'il y aurait des blocages rénaux, tout ça, ce sont des approximations publicitaires pour garder bien souvent la priorité de la guérison. En fait, la vitamine C, c'est très simple, c'est un donneur d'électrons. Tout virus, tout microbe, toute bactérie, toute toxine, tout empoisonnement médicamenteux. Je rappelle quand même que les médicaments sont la 3e cause de mortalité. Oui, c'est quand même fantastique. C'est fantastique. Pas de médication automédiquée. Non, non. Dans les statistiques du gouvernement américain et du gouvernement canadien, on découvre que la 3e cause de mortalité, avec plus de 250 000 morts par an, excusez du peu, est liée à la prise de médicaments sous contrôle médical. Alors, donnez-nous le rôle, expliquez-nous le rôle de la FDA. Food and Drug Administration. Alors, ça, c'est quand même un organisme gratiné. C'est un organisme extraordinaire, puisque c'est lui, avec les subalternes européens de la vassalisation actuelle que nous devons aux sauveurs de 45, enfin, on les appellera comme ça par mesure d'humour. La FDA se donne le droit, sans vous avoir consulté d'ailleurs, de juger de tous les produits au monde qui peuvent être ingérés. Et donc, elle les caractérise. Soi-disant pour protéger l'humanité. Toujours soi-disant pour protéger. En réalité, elle protège les compagnies, les intérêts. Les intérêts. Des grands labos et des grands... Et spécialement des labos pharma. Alors, on voit qu'elle a... Mais néanmoins, il y a un cortège de scientifiques éminents qui travaillent pour eux et qui ne peuvent pas, dans leurs analyses, cacher. Ce sont les Je vais donner un exemple qui va intéresser vos spectateurs. Les traitements chimiothérapeutiques font partie des éléments qui sont classés par la FDA. Analysés, classés. Mais par contre, la prise de vitamine C... Pour atténuer les effets terrifiants que tout le monde connaît de la chimiothérapie, ça c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Interdit, strictement interdit. Tout à fait. Ce qui est quand même, léonin. C'est plus que léonin, c'est dictatorial, sur ce qui est la santé des gens. Or, je tiens à préciser, je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais corrigez-moi, je ne vois pas pourquoi il y aurait un ministère de la Santé. La santé est une donnée
de l'être humain. Elle a été donnée par la création. Qu'il y ait un ministère de la maladie ou un ministère des médecins qui serait tout à fait respectable d'ailleurs. Mais tout ça est dictatorial. Mais c'est totalement dictatorial. La vitamine C participe pour un coût faible d'une santé au quotidien avec des doses nécessaires et suffisantes. Dans les études adverses à la vitamine C, car il y en a sur 55 000 études, il y a des études adverses. On remarque à chaque fois qu'ils donnent des doses ridicules, mais ridicules, pour un bébé mouche. Et ils vous disent, voyez-vous, on a donné, 100 mg. Ça ne doit pas être gros. Et il est mort. Et oui, il est mort. Alors, nous avons évoqué La panacée originelle du docteur Thomas Lévy, donc publié par Michel Dumestre, éditeur. Ce livre se trouve bien sûr sur Internet. Vous le trouvez 12 rue Flatters, dans le 5e à Paris, et dans ce magasin de produits naturel. Et puis vous exposez aussi au Salon Marjolaine. Alors, au Salon Marjolaine qui se tient au Château de Vincennes, au Parc Floral, du 4 au 13 novembre. Voilà. Je suis invité par mon coéditeur que je remercie, les éditions Dufresne. Donc au stand des éditions Dufresne. Au stand des éditions Dufresne. Michel Dumestre, éditeur, sera là et j'expliquerai à tout un chacun. Parce que le Salon Marjolaine, c'est quelque chose d'énorme. Oui, 9 jours. 9 jours, dans un espace très très vaste, et tout ce qu'il y a de meilleur pour notre santé. Tout à fait. Une défense de la nature. Une défense de la nature. Alors sous toutes ses formes, sous toutes ses couleurs. Il faut prendre de la vitamine C avant d'y aller, parce que c'est très fatigant. Il faut prendre de la vitamine C avant, pendant et après. Mais sur le stand, j'offrirai de la vitamine C aux gens. Donc, amis téléspectateurs, allez rencontrer Michel Dumestre, je vous promets, vous ne serez pas déçus et votre vie en sera changée. Merci beaucoup Michel Dumestre et à très vite pour une émission plus longue sur notre Radio Liberté. Merci Anne de votre invitation. À très bientôt amis de TV Liberté. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique L'art en beauté, nous avons la joie de recevoir Isabelle Renaud-Chamska. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venue déjà, les téléspectateurs vous connaissent, pour nous présenter une chose très étonnante, une chapelle dans un quartier de Paris qui s'appelle la chapelle Saint-Yves et qui est ornée des peintures de Georges Desvallières. Rappelez-nous, cette chapelle a été créée par un prêtre qui voulait, l'abbé Keller, voilà, après la guerre de 14, au milieu d'une résidence réservée aux familles éprouvées par la guerre. Et Georges Desvallières a fait cette chapelle absolument superbe, qui est la chapelle Saint-Yves, qu'on peut maintenant visiter plus facilement qu'avant. Avec des fresques sur tous les murs. Et vous revenez, et c'est pour notre plus grande joie, pour nous parler de Marie-Madeleine en tous ses états, à l'occasion de 2 événements, l'apparition, mais avant que TV Liberté n'existe, de votre beau livre aux éditions du Cerf, Marie-Madeleine en tous ses états, typologie d'une figure dans les arts et les lettres du 4e au 21e siècle. Et une exposition à Brou, qui est donc dans l'Ain, tout près de Bourg-en-Bresse, dans l'abbaye royale de Brou, qui vous a demandé, pour son catalogue, de fournir l'article de tête. Et ils ont eu bien raison. Et cette exposition s'appelle Marie-Madeleine, la passion révélée. Alors, c'est un titre un peu accrocheur, parce qu'en réalité, Marie-Madeleine, c'est infiniment plus que la passion révélée, comme vous nous l'apprenez dans ce livre magnifique. Alors, maintenant, je voudrais vous présenter vous, parce que vous avez beaucoup de facettes qui se complètent. Vous êtes doctoresse lettres, professeur de lettres, vous êtes aussi
Vous avez été en tout cas diplômé de théologie et vous avez été aussi secrétaire général du comité d'art sacré. Et enfin, vous êtes aujourd'hui présidente d'Art, Culture et Foi. Vous étiez donc la personne absolument adéquate pour traiter ce sujet de Marie-Madeleine. Alors je ne suis plus présidente d'Art, Culture et Foi, mais je l'ai été jusqu'à l'année dernière. C'est ça. Alors, cette Marie-Madeleine, en fait, vous nous l'expliquez merveilleusement, chaque époque a reconnu en elle l'expression de ses aspirations spirituelles. Comment est-ce que vous avez approché? D'abord, peut-être comment avez-vous rencontré cette Marie-Madeleine? Comment est-ce que vous avez eu ce goût pour elle, pour cette étude? Alors à l'époque où j'étais secrétaire générale du Comité national d'art sacré, je m'étais demandé si cette figure étonnante de Marie-Madeleine qu'on trouve à tous les âges de la production à la fois liturgique, littéraire et artistique avait encore une pertinence et une fécondité aujourd'hui. Et avec une amie, nous avons consulté un certain nombre d'artistes contemporains vivants pour leur demander si Marie-Madeleine leur parlait encore. Et nous avons eu la bonne, merveilleuse surprise d'être accueillis à bras ouverts par tous les plus grands artistes d'aujourd'hui, français et étrangers, qui nous ont prêté des œuvres qu'ils avaient déjà faites ou qu'ils ont faites exprès pour cette exposition, qui a été donnée à Toulon, au Musée des Beaux-Arts de Toulon en 2004, ensuite au Musée de l'Hospice-Comtesse à Lille en 2005, ensuite dans la Drôme à Saint-Restitut un peu plus tard, et qui a donné naissance à ce livre dans lequel j'essaye effectivement de raconter toute cette aventure de Marie-Madeleine depuis l'Évangile, donc ça a quand même 2000 ans au bas mot, ce qui est ce qui est tout à fait rare. 2000 ans. Oui, 2000 ans, c'est une figure à la fois évangélique, liturgique, hagiographique, artistique, dramatique, poétique, musicale. On peut tout dire sur Marie-Madeleine, et parce que tout ça est vrai. Alors, en plus, le plan de... Alors, d'abord, il faut savoir que dans ce livre, il y a moult représentations de l'art sacré de Marie-Madeleine, de l'art ancien, mais il y a à chaque chapitre des représentations de tableaux contemporains. Qui venaient de cette exposition. Qui venaient de cette exposition. C'est déjà très étonnant. D'autre part, vous avez choisi une classification qui est très, très intéressante et que j'aimerais que vous nous expliquiez. Alors, votre chapitre. D'habitude, on fait commencer l'histoire de Marie-Madeleine avec la pécheresse au pied du Christ, qui après ça se convertit et puis qui continue à vivre sa vie. En fait, l'histoire de Marie-Madeleine commence à la résurrection. Marie-Madeleine apparaît dans l'histoire de l'art, à la crucifixion et à la résurrection, les deux choses étant, comme vous le savez, complètement liées. Il n'y a pas de mort de Christ sans sa résurrection. Donc, les toutes premières images qui datent du IIIe siècle et puis ensuite du VIe siècle montrent Marie-Madeleine, d'une part au pied de la croix, donc pendant la crucifixion, et immédiatement en dessous, je pense à certains ivoires, des plats, ce qu'on appelle les plats d'évangélières, c'est-à-dire les couvertures de missel, d'évangélières à l'époque, donc dans lesquelles était consigné l'évangile qui était lu et proclamé et chanté pendant la liturgie. Eh bien, on voit Marie-Madeleine avec les saintes femmes, parce qu'elle n'était pas toute seule, au tombeau du Christ, apportant des aromates pour honorer le corps mort de son ami, qui est en même temps son maître et en même temps son seigneur, et qui ne découvre là qu'un tombeau vide avec un ange qui leur annonce que le Seigneur n'est pas là, qu'il est en Galilée. Et ces femmes qui arrivent avec les onguents qu'à l'époque on apportait pour ensevelir les morts. Embaumer les morts. Et aujourd'hui nous sommes le 2 novembre, jour des morts, qui est un jour extrêmement important dans notre civilisation, parce que les morts sont des gens que nous honorons. C'est ce qui fait notre humanité, en fait. Les anthropologues nous disent que notre humanité, c'est d'être capable de reconnaître dans nos morts des vivants, d'une certaine manière, ou en tout cas des gens que nous aimons. Et donc Marie-Madeleine est dès le départ associée à ce culte du mort, mais dans l'Évangile, contrairement à aujourd'hui, culte des morts et d'une manière générale au culte des morts, mais le corps du Christ n'est pas là.
Le Christ est ressuscité, le Christ n'est pas là. Donc il n'y a pas, ces onguents, ils arrivent pour rien, ils sont inutiles. Ils ont l'utilité que l'on verra après. Parce que le Christ est ressuscité. Donc, à partir de cette aventure extraordinaire de ces femmes qui vont au tombeau pour se rendre compte que le corps du Christ n'est pas là, eh bien, l'aventure qui va se poursuivre avec la rencontre de Marie-Madeleine avec Jésus au jardin, où il est censé être enterré, enfin où il a été enterré mais où il n'est plus, ce qu'on appelle le noli me tangere, donc cette rencontre amoureuse, voilà, ne me touche pas. Cette rencontre amoureuse entre Marie-Madeleine et Jésus qu'elle retrouve dans une scène d'intimité tout à fait rare et étonnante dans l'Évangile. Et qu'on voit très souvent représentée, bien évidemment. Les artistes se sont emparés de cette scène avec beaucoup de puisqu'on voit toujours les mains de Marie-Madeleine tendues vers le Christ et le Christ qui met un frein à cette volonté de toucher. Mais il met un frein amoureux quand même. Je veux dire, c'est pas un frein pudique, parce qu'il faut lui faire comprendre, et nous faire comprendre à nous qui regardons le tableau, que le Christ appartient désormais à un autre ordre. Oui. Et que l'ordre qu'il donne à Marie-Madeleine, c'est d'aller annoncer, comme vous le rappeliez tout à l'heure, l'Évangile. L'envoyer en mission. Voilà. C'est le chapitre que vous appelez diffusion. Au cœur de l'Évangile, puisqu'elle est un personnage essentiel de l'Évangile. Son nom, rien que Marie-Madeleine, est cité 13 fois dans les 4 évangiles, ce qui est colossal. Et en même temps, elle est ce vecteur qui va permettre à l'Évangile, donc à l'évangélisation, de se diffuser dans le monde entier. Alors, regardons maintenant la chasse de Nantouillet, qui est aussi du XIe siècle, à Meaux. Cette chasse qui est très colorée et qui dit beaucoup de choses. Alors il s'agit effectivement d'un reliquaire où étaient conservées les reliques de Sainte Marie-Madeleine dans un monastère qui était sous le patronage de Marie-Madeleine. Et d'abord c'est une très très jolie œuvre qu'on peut admirer dans l'exposition à Brou d'une part, et puis quand elle y est donc dans son musée d'origine à Meaux, et qui montre le parallélisme entre la mort du Christ, puisqu'au centre il y a la descente de croix. À gauche, le Christ descend dans les limbes, donc aux enfers, pour chercher pour recueillir les morts. Et puis à droite, le Christ vient se manifester aux disciples d'Emmaüs pour annoncer, donc, pour se montrer vivant. Et alors, dans le registre supérieur, qui est le couvercle du reliquaire, au-dessus de la descente de croix, il y a un noli me tangere, donc on voit très bien Jésus qui apparaît à Marie-Madeleine seul. C'est des rares scènes. Quel privilège d'intimité extraordinaire. Et puis à gauche, c'est juste ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire les saintes femmes au tombeau, avec cet ange qu'on a déjà repéré tout à l'heure. Et à droite, Marie-Madeleine obéit à l'ordre du Christ et va annoncer aux apôtres que le Christ est vivant. Et c'est à partir de là que la tradition chrétienne appelle Marie-Madeleine l'apôtre des apôtres. Ah oui. Et elle va partir et elle va, avec les saintes femmes, et elle va évangéliser les Marseillais. Voilà, alors après avoir annoncé aux apôtres, et après la Pentecôte, donc c'est toute la légende dorée qui vient se greffer là, et elle va effectivement, comme tous les disciples et comme tous les apôtres, prendre son bâton de pèlerin et aller jusqu'à Marseille. Alors cette chasse est au musée Bossuet à Meaux, et Bossuet a consacré de très belles lignes à Marie-Madeleine. J'ai été absolument ravie de les découvrir. Il y a un amour de Marie-Madeleine, écrit ou attribué à Bossuet, mais vraiment un texte admirable. Le XVIIe siècle, pas seulement Bossuet, mais le XVIIe siècle a été très très amoureux de Marie-Madeleine. Et pourquoi? Toutes les femmes du monde, parce que c'était certainement une figure qui réconciliait à la fois la beauté physique, le goût de la chair, au sens du corps, de la beauté, et en même temps l'exigence spirituelle, l'exigence d'un amour mystique pour le Christ. Donc on peut aimer à la fois le monde et Dieu. Oui. Parce que nous autres pauvres femmes, nous sommes toujours accusées de beaucoup de choses. Nous sommes des pécheresses par excellence, puisque nous avons 3 causes de péché. Si l'on est belle, riche et libre, alors là, nous sommes le péché en personne, péché sur pattes. Oui. Mais Marie-Madeleine est une pécheresse pardonnée, une pécheresse convertie, et à l'intérieur même de ce pardon et à l'intérieur même de cette conversion, elle reste ce qu'elle est comme femme, c'est-à-dire belle, riche
est libre. Et elle est d'autant plus belle, d'autant plus riche et d'autant plus libre qu'elle a compris que cette richesse et cette beauté et cette liberté n'étaient pas mondaines, mais étaient spirituelles. Alors, venons-en aux effusions. Ce très joli passage où vous nous expliquez combien l'art présente une Marie-Madeleine en pleurs, toujours avec des sentiments exacerbés, soit de désespoir, soit de joie, et soit d'extase. Oui. Alors, effectivement, Marie-Madeleine en pleurs est née dans le chapitre 7 de l'évangile de Luc. C'est cette pécheresse anonyme. Luc ne dit pas quel est son péché. On ne sait pas si c'est un péché sexuel ou simplement... Enfin, c'est un péché. Vous faites bien de le dire parce qu'après, c'est devenu un péché. Mais au départ, on n'en sait pas. On ne sait pas. Le texte grec dit amartolos. Donc elle est pécheresse. Ça veut dire qu'elle s'est trompée de chemin. Oui. Elle a fait fausse route. C'est ça l'idée. Il y a différentes façons de faire fausse route. Oui, mais nous, on lui met quelque chose de moral. Oui. On met un jugement moral, alors que dans le texte de Luc, il n'y a pas ça. C'est plutôt une faute d'ailleurs sociale, hein, puisque le pharisien dit, mais comment Jésus ne sait-il pas que cette femme est une pécheresse? Il suffit peut-être qu'elle ait fait quelque chose de peu de choses. De peu de choses. On n'en sait rien. Elle est sortie pas voilée. Ce qui est certain, c'est que Jésus l'accueille. Jésus l'accueille et il se laisse embrasser les pieds, il laisse cette femme pleurer, il laisse cette femme répandre un parfum de grand prix sur ses pieds et essuyer ses pieds avec ses cheveux. Voilà. Ce qui est là aussi quelque chose, un geste d'intimité tout à fait extraordinaire. D'une sensualité énorme. Énorme, bien sûr. Énorme. Et donc ces cheveux et ces larmes et ces parfums qui sont tous de l'ordre de la diffusion, eh bien, sont particulièrement marquants pour Marie-Madeleine. Ce qui fait que même si Marie-Madeleine pleure de joie, parce que elle ne peut pleurer que de joie de savoir que ses péchés sont pardonnés. Elle peut pas pleurer de tristesse. Elle a pu pleurer de tristesse avant, mais au moment où elle se jette aux pieds de Jésus et qu'il l'accueille, elle pleure forcément de joie. Eh bien, Marie-Madeleine va être toujours associée aux pleurs de tristesse aussi, à cause de bonheur parfait, comme sur le sacramentaire d'Arras, où on la voit allongée au pied de Jésus. Et c'est aussi... c'est le début du canon de la messe, c'est le moment le plus sacré de la messe. C'est ça, le Teigitur. Et la croix du Christ est remplacée. D'habitude, il y a toujours une croix du Christ, là, à ce moment-là, dans les sacramentaires. Or là, il y a un Christ qui accueille Marie-Madeleine et qui annonce la rémission des péchés. Et ça, c'est le génie de Grégoire le Grand, le pape, qui, au début du 7e siècle, enfin à la fin du 6e siècle, a compris que ce qu'il y avait de plus important dans l'annonce de l'Évangile, c'était l'annonce de la rémission des péchés. Et c'était ça qui liait la résurrection avec le pardon. Alors, autre scène d'effusion, c'est le tableau de Masaccio, là, un peu plus tard, donc au XVe siècle, la crucifixion, où on voit une Marie-Madeleine dont on ne voit pas le visage, complètement... agenouillée et les bras dressés vers la croix. Dressés vers la croix. Alors effectivement, Marie-Madeleine, elle est au pied de la croix, hein, dès les toutes premières images. Et elle ne va jamais quitter le pied de la croix, surtout à partir du XIIIe siècle, à partir du moment où les franciscains, les dominicains vont la placer là comme l'effigie de tout chrétien, de tout fidèle chrétien qui doit trouver sa place et son bonheur à être comme Marie-Madeleine au pied de la croix. Donc elle représente tout fidèle chrétien. Et le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que elle est là pour représenter la beauté de Dieu. Marie-Madeleine, c'est la beauté de Dieu, la beauté révélée. Elle révèle la passion de Dieu pour l'humanité, ce Dieu qui est en croix, qui est vilain, qui est même ridicule, pour lequel on ne peut avoir que de la pitié et puis peut-être des ricanements. Eh bien non, Marie-Madeleine est là dans toute sa beauté. Masaccio, elle a une force dramatique inégalée, mais dans d'autres tableaux, elle peut être simplement beaucoup plus réservée, mais elle est toujours extrêmement belle, avec des vêtements somptueux, avec des perles, une coiffure très très soignée. Pourquoi? Parce que elle est théologiquement là pour révéler la beauté invisible de Dieu en croix. Donc elle fait couple avec le Christ.
de ce point de vue-là, du point de vue théologique. Encore une fois, quand on fréquente les musées, comme je l'ai fait toute ma vie, et j'ai vu ces Marie-Madeleine en les admirant, mais sans bien tout comprendre, votre livre est une révélation, parce que on comprend que ces tableaux ont une signification extrêmement profonde et s'appuient sur la théologie, s'appuient sur la liturgie, et qu'il faut connaître cette théologie et cette liturgie pour apprécier encore plus, ne pas en rester à la beauté des couleurs, qui est déjà extraordinaire. On le voit dans le tableau de votre couverture de Joseph Guichard, qui est tout à fait étonnant, avec cette blancheur, les bleus fabuleux, ce jaune or, et cette Marie-Madeleine qui est désespérée, éplorée. C'est très rare ce geste. C'est très rare le geste avec les bras en l'air. Les bras en l'air et repliés. Et repliés, oui. Son visage est complètement abîmé dans la contemplation du Christ. Elle ne comprend évidemment pas ce qui se passe. Et là, elle a de véritables pleurs de désespoir. C'est l'image même du désespoir, Marie-Madeleine. Vous écrivez qu'elle a le don des larmes et du parfum, qui sont le symbole même de l'effusion. Oui, voilà. Alors, avançons dans notre description, parce que le temps passe. Peut-être la prédicatrice avec le psautier d'Ingeborg, qui est bien beau, page 161, et qui est aussi une très belle enluminure, où on voit Marie-Madeleine. C'est très rare de la voir prêcher aux apôtres, finalement. Oui. Alors, on dit toujours que l'Église catholique a nié la place de la femme, mis la femme sous le boisseau, que c'est épouvantable, et qu'il faut qu'elle devienne évêque, qu'il faut qu'elle devienne pape, évidemment. Mais on voit très bien, avec le rôle de Marie-Madeleine que vous mettez en valeur, qu'il n'en est absolument rien. Marie-Madeleine a une place énorme. Oui. Oui, oui. Marie-Madeleine est ici représentée comme effectivement apôtre des apôtres, et au-dessus il y a les disciples d'Emmaüs, donc exactement la même configuration que sur la chasse de Nantouillet que nous avons vu tout à l'heure. Et c'est un psautier qui a été demandé par la reine Ingeborg, qui était une reine de France, une reine danoise, une malheureuse reine de France. Alors il est évident que ce sont surtout les femmes du monde, les femmes qui sont politiquement et socialement élevées, qui vont valoriser ce rôle de Marie-Madeleine dans leur propre vie spirituelle. Et c'est ça que nous, aujourd'hui, auquel nous sommes, nous, plus sensibles. C'est pour ça que j'ai essayé de trouver l'ensemble des images qui montrent ce rôle de Marie-Madeleine prédicatrice. Mais vous avez raison, c'est une chose très rare. Et encore aujourd'hui, on a du mal à faire... Aujourd'hui, l'Église catholique ne demande pas à des femmes de prêcher. On est très très en retard par rapport à cette époque-là. Oui, mais ça c'est un autre débat dans lequel on ne va pas rentrer. Mais Marie-Madeleine est un objet de débat. J'aimerais que vous nous parliez de la sculpture de Marie l'Égyptienne, qui est magnifique. Elle n'est habillée que de ses cheveux. Oui, c'est la Marie-Madeleine d'Écouis. Donc dans la jolie église de cette petite ville de Normandie qui s'appelle Écouis. C'est une statue en pierre pratiquement grandeur nature, et Marie-Madeleine n'est habillée que de ses seuls cheveux. Donc vous avez compris, nous avons tous compris que Marie-Madeleine est caractérisée par ses cheveux, ce qu'elle elle a répandu au pied du Christ. Et à cause de ça, dans le culte de Marie-Madeleine, qui s'est développé très très vite et très très rapide et très très abondamment en Europe et en particulier en France, dans le midi de la France. Il y a une autre sainte dont le culte s'est très répandu, c'est Sainte Anne. Oui, mais alors ça c'est... Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine. Ça, on est plutôt alors en Bretagne, enfin, oui. ou dans non, dès Antioche, dès les premiers temps de la chrétienté. Ça, j'ai pas travaillé, Sainte Anne. En revanche, mais je vous donnerai un petit livre sur Sainte Anne. Volontiers. En revanche, Marie-Madeleine a été rejointe, alors, dans le courant du XIIIe siècle, par une autre sainte qui elle aussi s'appelle Marie, qui elle aussi vient d'Orient, qui elle aussi, enfin, qui vient plutôt de Syrie et d'Égypte, qui s'appelle Marie l'Égyptienne, qui est aussi une courtisane, qui est aussi convertie. Enfin, vous voyez tous les points communs qu'elle a.
mais qui n'a pas connu le Christ, puisque, enfin au moins pas directement, et qui s'appelle Marie l'Égyptienne. Et cette Marie l'Égyptienne arrive unique. Elle a vécu dans le désert, donc elle a perdu ses vêtements, elle a perdu tout bien, et elle arrive et elle vient s'amalgamer avec Marie-Madeleine. Donc ça fait une sorte de 4e Marie, après les 3 Maries de l'Évangile, c'est une 4e Marie qui vient ici. Alors, on va regarder un petit peu de cette peinture italienne fabuleuse avec Donatello, qui a évidemment fait une très belle sculpture triste, la Marie-Madeleine désespérée. C'est la Marie-Madeleine ascétique. Ascétique. Elle est ascétique au sens où elle a beaucoup maigri, parce que selon la légende dorée, donc, qui est racontée par Jacques de Voragine à partir du XIIIe siècle, qu'il n'a pas inventé, il a collationné un certain nombre de traditions géographiques, etc. Et donc Marie-Madeleine, après avoir quitté la Palestine avec Saint-Maximin, Saint-Lazare, Sidoine, l'aveugle-né, évangéliser les Marseillais, pour évangéliser les Marseillais et les Toulonnais et toute la Provence, et Sainte-Marthe est montée jusqu'à Tarascon. Enfin donc, quand on est provençaux, on connaît par cœur toute cette histoire des saints provençaux. Et après ça, elle est montée aussi. Enfin, son culte a été aussi, il ne faut pas oublier de le dire, parce que même si on est par le cœur plutôt provençal, il faut aussi savoir qu'il s'est passé beaucoup de choses en Bourgogne, bien sûr, et en particulier à Vézelay. Eh bien, Marie-Madeleine, donc, après avoir converti les Marseillais, toujours dans son rôle d'apôtre et de prédicatrice, elle s'est retirée, raconte la légende, à la Sainte-Baume, donc dans une solitude, c'est-à-dire un désert, une grotte où elle très élevée, où elle était nourrie 7 fois par jour par les anges. D'où le chant, le pain des anges, le panis angelicum. Enfin, en tout cas, ça, je ne sais pas si c'est d'où, mais en tout cas, ça coïncide, parce que tout ça, comme on a dit, c'est chaque époque qui a ses... Mais vous donnez cher, dans votre livre, vous donnez cher à toute cette liturgie, à tous ces grands airs de musique que nous connaissons tous. Voilà, et ces hymnes, ces grandes hymnes et ces grandes séquences liturgiques. Et donc Marie-Madeleine se retire à la Sainte-Baume, où elle vit en état de pénitence. Et 7 fois par jour, c'est-à-dire autant de fois qu'il y a des offices dans les monastères, c'est pas pour rien, il y a une coïncidence. Elle est élevée au-dessus de ce qu'on appelle le pilon, c'est-à-dire la montagne. Elle va encore plus haut que la grotte. Elle va encore plus haut que la grotte. Et là, elle est en extase, elle est nourrie par la musique des anges, cette musique des anges qui est évidemment l'Eucharistie, une forme mystique d'Eucharistie. Et la tradition la rend complètement en extase, parce que c'est évidemment une manière pour elle aussi de vivre à la fois dans l'absence du Christ, mais en même temps dans son intimité, dans sa présence. La tradition a vu en Marie-Madeleine quelqu'un de très beau, parce que c'est ça qui caractérise Marie-Madeleine, c'est sa beauté. Et au XVIIe siècle, dans lequel on a tellement insisté sur le fait qu'il fallait renoncer au monde pour découvrir ce qu'il y avait de plus beau dans la vie évangélique, dans la vie spirituelle, au XVIIe siècle, les pasteurs, les évêques se sont demandé comment on pouvait représenter Marie-Madeleine sans que cette pénitence apparaisse trop désagréable. Et on a des textes, on a des sermons et des textes tout à fait étonnants dans lesquels les prédicateurs disent il faut représenter Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, j'allais dire appétissante. Vous voyez, c'est affreux ce que je dis là. Mais il faut montrer qu'elle est belle, parce que la pénitence ne doit pas apparaître comme quelque chose de répugnant. Et c'est pour ça que les Simon Vouet... Elle doit faire envie. Voilà, exactement. Simon Vouet, Caravage, Pinson, etc. Elle est toujours belle. Même si... Alors, sauf quelques artistes qui n'ont pas écouté ces recommandations-là et qui, dans un souci de réalisme, montrent Marie-Madeleine décharnée par 30 ans de pénitence. Et c'est le cas de Donatello. Isabelle Renaud-Chapska, on vous écouterait des heures, mais je crois que vous nous avez donné envie d'aller voir cette exposition à l'Abbaye royale de Brou. Vous nous avez donné envie de lire ce très beau livre, Marie-Madeleine en tous ses états, au Cerf, parce qu'encore une fois, c'est une étude... bien sûr picturale, c'est une étude spirituelle, c'est une étude littéraire de cette Marie-Madeleine.
Et j'aimerais terminer par votre conclusion qui est très jolie. Marie-Madeleine, avec ses parfums se répandant dans toute la maison, a été un symbole de cette présence de l'esprit dont nul ne sait, comme le vent, d'où il vient ni où il va, mais qui, mystérieusement, remplit toute la maison de l'âme jusqu'aux confins de l'univers. Je trouve que c'est une très jolie définition de ce pouvoir de Marie-Madeleine et de cette action de Marie-Madeleine et de cette prière de Marie-Madeleine. Merci beaucoup Isabelle Renaud-Chapska et à très vite pour un autre sujet. Nous allons, hors micro, discuter du prochain sujet. Merci d'avoir accueilli ce travail avec tant d'enthousiasme, ça me fait très très plaisir. Merci beaucoup, amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Parle Culture.